Bonsoir tout le monde. Alors, a priori, je suis toute seule pour le moment, mais je ne vais pas rester toute seule très longtemps. Normalement, Hortense va me rejoindre. Des petits soucis techniques, je crois, de chez Hortense. Donc, je suis Magali Magdara et je suis venue pour vous parler du choix. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça donnera le temps à Hortense de pouvoir revenir. Donc, je suis Magdara. Je me définis comme une transmettrice d'âme à âme, c'est-à-dire que je suis une guérisseuse médium. Je me connecte à l'âme d'une personne qui le demande pour lui transmettre un soin, une guidance, une canalisation. Je suis connectée avec des êtres de multiples dimensions. Eh bien, avec eux, grâce à eux, j'ai pu transmettre aussi des méditations qui sont des soins très spécifiques, ainsi que des soins par le son vibratoire. C'est vrai que j'aime beaucoup utiliser le son vibratoire qui n'est absolument pas du chant, qui est du son, des vibrations. Il n'y a pas une recherche de sens comme dans une chanson, par exemple. Je laisse passer des vibrations tout simplement qui ont un sens, mais en particulier pour la personne à qui c'est destiné. C'est tout simple. Et, et donc, en tant que médium, j'ai transmis aussi pas mal de messages de ces accompagnateurs multidimensionnels. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du choix, parce que dans notre quotidien, on est très souvent vite pris par le doute et on a l'impression qu'on n'arrive plus à avancer, qu'on est coincé. Et, et généralement, dedans, il y a toujours la peur de mal choisir, la crainte de créer une situation plus complexe, de se tromper, tout simplement. Et, et c'est une notion que j'ai eu envie de dédramatiser parce que avec les expériences que j'ai vécues personnellement, j'ai découvert pour moi que la notion de choisir était tout autre. Alors je me suis dit que peut-être en l'exposant, eh bien il y a des personnes pour qui ça résonnerait et pour qui ça éventuellement ça aiderait aussi à se sentir mieux. Donc choisir, c'est vrai qu'on le place tout de suite avec responsabilité, avec difficulté. Et c'est parce qu'on oublie des éléments qui constituent les lois de l'un, ou Dieu, ou Allah, ou voilà le nom que vous souhaitez lui donner. Et c'est une loi qui est quand même très libératrice. Et notamment que la vie est faite pour nous permettre de grandir, d'évoluer. Et dans cette expérimentation, il n'y a ni bien ni mal. Le bien et le mal est une notion qui a été créée dans la dualité, sur notre planète, pour pouvoir jouer sans jeu de mots, dans toutes les palettes d'émotions. Nous nous sommes incarnés afin de comprendre comment on pouvait ressentir plein de choses. Comment on pouvait aussi bien ressentir de la tristesse que de la joie. Comment on pouvait ressentir de la rancœur ou de la reconnaissance. Comment on pouvait se sentir prisonnier ou libéré. Et dans toutes ces expériences,
nous avons plein de potentialités, plein de possibilités d'expression. Et à chaque fois, on nous demande de choisir. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas regardé en soi ces souffrances, on est un peu, on se sent un peu pris dans les mailles du filet. On se sent totalement éloigné de la notion de libre arbitre. Et quelque part, c'est exactement ça. On n'a pas de libre arbitre tant qu'on est pris dans nos émotions, tant qu'on se laisse porter par des pulsions, des pulsions réflexes, qui généralement sont là pour nous protéger des autres. Et quand on commence à regarder d'où viennent ces pulsions, qui finalement nous placent dans des situations très embarrassantes, généralement, qu'on regrette très souvent après, mais qu'on n'aurait pas pu faire autrement sur le moment. C'est toujours facile de dire après, j'aurais dû, j'aurais pu, mais non, on n'aurait pas pu, on n'aurait pas dû. À ce moment-là, c'était pas possible, on était tel qu'on était, et donc on ne pouvait pas réagir autrement. Par contre, par la suite, à la lumière de ce qu'on a observé en nous, également de ce qu'on a observé au niveau des conséquences dans notre pulsion, on peut commencer à se dire qu'il y a une autre façon de réagir, mais à condition pour ça d'aller voir d'abord d'où viennent ces pulsions-réactions qui ne sont que des pulsions de protection finalement. Généralement, ça provient toujours d'une blessure, d'un traumatisme. Choisir peut devenir plus facile à partir du moment où on commence à se connaître. C'est-à-dire, au départ, accepter de s'observer, accepter de repérer les moments où on est en pulsion-réaction. Vous savez, ces moments où on nous pose une question et avant même d'avoir compris l'intégralité de la question, on est déjà à dire oui ou non. Alors que, en fait, on se rend compte que, mais on n'a même pas réfléchi à la réponse, et finalement, on aurait plutôt répondu l'inverse. Cette pulsion-réaction, c'est un temps de protection. Et ce temps de protection, il est en réaction à une blessure qu'on a en soi. Ces blessures, ça peut venir, mais de plein de choses. Mais de toute façon, ça vient de notre enfance et de notre adolescence. Selon des expériences qu'on a vécues, qui ont pu être traumatisantes, difficiles, ou simplement aussi des phrases qu'on a entendues. Vous savez, ces phrases qu'on entend dans notre famille, ou dans le cercle scolaire, ou donc autour de soi, ces petites phrases du « mais t'y arriveras pas »,« mais non, mais attends, t'es trop bête » ou « non, mais non, t'as pas assez de… mais t'es assez bon là, non, mais non, mais là tu peux pas comprendre ». Eh bien tout ça, ça crée des blessures en soi. Et ces blessures, c'est la mésestime de soi. Et la difficulté à choisir provient toujours d'une mésestime. C'est parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de, qu'on n'a pas, qu'il nous manque des choses, pas assez intelligent, pas assez grand, pas assez petit, pas assez mince, pas assez gros, pas assez musclé, pas assez souple, etc., etc. Eh bien, tout ça fait que forcément, on se protège d'un échec. Et choisir est extrêmement difficile. Mais si je choisis ça, est-ce que ça va m'amener à quelque chose de sécurisant? Ou est-ce que ça va me mettre en difficulté? Donc, à partir du moment où vous acceptez de vous observer et de rechercher en fait vos preuves, les preuves que vous exprimez de votre mésestime de vous-même, vous commencez à faire un travail de libération. C'est une question d'honnêteté de soi. Parce que très souvent au départ, on se masque
on se masque les choses parce que c'est normal, on a suffisamment souffert avant pour encore s'en rajouter. On peut être maso, mais il y a une limite. Et choisir devient pour nous quelque part une expérience qui va nous démontrer que finalement les autres avaient raison. On n'est pas assez bien, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez... Et puis si finalement on choisit quelque chose qui marche, on va le mettre en doute. Ah oui, mais là derrière, forcément il y a quelque chose, parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas. Je suis illégitime finalement. À un moment ou à un autre, les autres vont le remarquer. Du coup, choisir, c'est trop. Et ça enferme encore plus. En fait, ça nous ramène encore à notre mésestime, où là encore on se dit non mais je suis même pas capable de choisir. Finalement, les autres avaient encore raison. Ils m'ont encore prouvé que j'ai raison de croire tout ce qu'on m'a dit avant, que je ne mérite pas, que je suis légitime, que je n'ai pas ma place. Choisir peut devenir une liberté à partir du moment où on accepte véritablement de plonger en soi pour voir ses blessures. Et non pas pour les rejeter, pour les renier, pour vouloir s'en débarrasser, parce que plus on va aller dans cette optique, et plus on va entrer en lutte interne. C'est-à-dire qu'on va renforcer en fait le combat en soi, et ça épuise, c'est épuisant ce type de combat. Le plus simple, et c'est encore le plus difficile, je suis d'accord, c'est de l'embrasser, de l'aimer, d'accepter de l'aimer et de se réconforter. Parce que on a le droit aussi de ne pas être parfait. Puis c'est quoi perfection? Ça change pour toutes les personnes présentes. On a le droit d'être triste, on a le droit de se sentir faible, on a le droit de ne pas savoir. On a le droit aussi de ne pas choisir sur le moment. On se met une telle pression qu'on a l'impression qu'on doit toujours avoir une réponse là tout de suite. Alors que, en fait, il n'y a aucune obligation de rien du tout. On a le droit de dire, là, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne peux pas choisir. J'accepte. Et je le dis, tout simplement. Et je m'octroie le droit de me poser. Nul n'a obligation de faire quelque chose là, tout de suite, comme ça. L'humanité, c'est pas ça. L'humanité, c'est de respecter chacun, et donc de commencer par soi. On ne peut pas respecter quelqu'un si on ne se respecte pas soi à la base. Sinon, là encore, on se trompe. On se trompe soi-même, je parle. Et l'honnêteté, c'est ça. C'est non pas dire ce qu'on pense à quelqu'un, c'est véritablement s'écouter et accepter d'être dans un état de faiblesse, de fatigue, de tristesse, etc. À partir du moment où on accepte que là, eh bien non, ça ne va pas, ça veut dire que on ouvre les bras à qui on est. Et que là, on peut commencer à s'aimer. C'est évident que le jugement est un mécanisme qui provient justement de ces blessures. On se juge de manière à ce que nos croyances, en fait, correspondent. Si on nous a dit toute notre enfance qu'on était tout bête, qu'on n'est pas capable de nager de la plage à une île qu'on voit un peu plus loin, on n'y essaiera même pas. Et on va se juger. Non mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Et si à côté il y en a un
qui essaye, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reporter ce jugement. Non, mais lui, non, il va échouer. Quelque part, on va souhaiter qu'il échoue. Parce que si lui échoue, forcément, nous, on ne pouvait pas réussir. Mais s'il réussit, forcément, c'est évident, il n'est pas moi. Moi, je ne pouvais pas. Mais lui, pourquoi pas? Tout ça, c'est un mécanisme toujours de protection. De protection pour éviter de recevoir encore en pleine figure que on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien, qu'on pas blablabla. À partir du moment où vous observez que vous jugez soit quelqu'un, soit vous-même, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de vouloir vous protéger. Donc ça sert à rien de vous dire ah yeah, je me juge encore, c'est nul. Vous vous jugez, vous jugez, mais observez-vous, c'est tout. Et puis dites-vous que si vous vous jugez, c'est que c'est simplement que vous êtes en train d'observer une blessure qui remonte et que cette blessure, vous pouvez la prendre dans vos bras et lui dire que dans vos bras, vous ne craignez absolument plus rien. C'est terminé, personne ne peut faire quoi que ce soit. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, c'est fini. Mettez en place ce champ d'observation et commencez non plus à vous juger, à vous aimer. Commencez à non plus repousser vos peurs, vos doutes, vos hésitations, mais bien à les respecter pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un mécanisme de protection. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez de moins en moins réagir sur ces pulsions. Plus vous allez accepter de les observer et plus vous allez les accepter et plus vous allez vous réconforter, voire même enfin vous autoriser, oser aller voir la blessure. La fameuse phrase « Qu'est-ce qu'on va faire de toi plus tard ?» ou « Mais non, mais toi, ta sœur ou ton frère, oui, mais pas toi. » Vous savez, toutes ces petites phrases qui, mine de rien, ont fait que aujourd'hui, vous êtes dans la mésestime de vous-même. Allez les voir et allez voir ces souvenirs qui sont toujours aussi vivants en vous, en fait. Allez les voir et laissez exprimer déjà votre tristesse, votre chagrin que on vous avez pas aimé comme vous l'aviez demandé, comme vous l'auriez mérité. Et puis ensuite, aimez-vous. Une fois que vous aurez, on va dire, déprogrammé ces schémas pulsions, le choix va commencer à devenir plus simple. Parce que progressivement, vous allez retrouver ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que des parties de vous que vous pensiez faire partie de votre personnalité, vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne provenait pas de vous, mais d'éléments extérieurs, famille, culture, école, que on vous avait fait croire en fait que c'était vous, mais que c'était plutôt une blessure qu'on mettait en vous. Et lorsqu'il n'y aura plus cette blessure, vous allez progressivement rentrer en confiance en vous. C'est progressif. Et puis, lorsque vous allez retrouver le libre arbitre, c'est-à-dire que vous ne serez plus du tout en pulsion et que vous n'aurez plus peur de vous et de vivre tout simplement, le choix ne sera plus difficile, le choix sera devenu conscient. C'est-à-dire que vous percevrez les conséquences de votre choix.
si cela vous convient ou pas. Après, j'ai la question, pourquoi faut-il qu'il y ait une épreuve, une blessure? Il aurait été simple d'être juste heureux. Et je vais répondre, comment peut-on savoir ce qu'est la paix si on n'a pas connu auparavant la colère? Un sentiment donc de lutte, on va dire. Comment peut-on apprécier le rire si on ne connaît pas la tristesse? Ça fait très bien et mal. Alors je vais renverser. Comment peut-on exprimer un bouleversement intérieur, par exemple à la mort d'une personne qu'on a profondément aimée, par de la tristesse? Alors que lorsqu'on est avec la personne avec qui on se sent bien, on est plutôt dans le rire. Mais ce sentiment de tristesse est aussi un processus de deuil. Comment peut-on manifester à quelqu'un qui ne nous respecte pas si nous n'éprouvons pas de la colère, par exemple? Tout bête, vous faites la queue pour aller au cinéma, par exemple, pour un film hyper attendu. Ça fait 1h30 que vous faites la queue, vous êtes enfin proche de prendre votre billet, et tout d'un coup, il y a une personne qui se met à courir et qui passe devant vous pour prendre, par exemple, le dernier billet. Vous allez le prendre avec le sourire, vous allez rire, vous allez lui dire félicitations. Non, vous allez vous mettre en colère parce que vous n'avez pas été respecté et c'est tout à fait normal. Être heureux, c'est une illusion. On ne peut pas être heureux tout le temps parce que cela voudrait donc dire qu'on n'évolue plus. Comment peut-on apprendre à apprécier, par exemple, de faire du vélo si auparavant on n'a pas connu des difficultés, par exemple être tombé ou avoir du mal à monter dessus? On apprécie d'autant plus qu'on a dû dépasser des limites en soi, dépasser des peurs, par exemple. Le bonheur n'est pas l'évolution, c'est une illusion. On est là pour évoluer, pour apprendre qui on est et pour grandir en soi. Sinon, quel est l'intérêt? On arrive en 5e, on arrive sur une planète, on est heureux. Bon, et ben si on est heureux, ben on a envie de rien faire. On n'a pas envie de changer les choses. On n'a pas envie d'essayer de découvrir s'il y a autre chose. On est heureux. Pourquoi faire? Pourquoi changer cela? Mais la vie est un mouvement. Et ce mouvement demande que l'on puisse ressentir, en fait, dans toutes ses facettes. L'abondance, c'est ça. L'abondance, ce n'est pas qu'une partie avec plein d'argent, plein de matériel, plein. À quoi ça servirait? De toute façon, il n'y a qu'à voir. À partir du moment où on a l'habitude de quelque chose, même qu'on a voulu pendant longtemps, au bout d'un moment, il ne nous intéresse plus. On ne lui accorde même plus de valeur. Parce qu'on en a pris l'habitude. Parce que fondamentalement, nous sommes des êtres d'évolution. Nous sommes là pour apprendre à découvrir en nous-mêmes des facettes qu'on n'aurait pas perçues autrement. Et c'est ça le jeu de l'expérience. L'expérience est là pour nous présenter devant une situation qui nous fait sortir de nos limites, de notre zone de confort, de manière à apprendre que nous sommes bien plus que ce que nous croyons, bien plus courageux, bien plus fervents, enthousiastes, paisibles. Mais pour ça, forcément, il faut accepter de remettre en question nos bases. Évoluer,
ça veut dire forcément se remettre en question. Et c'est pour cela que choisir est un moteur d'évolution. Parce qu'à chaque fois, cela fait résonner en nous si on a peur ou pas, si nous avons des doutes sur nous-mêmes ou pas. Ce n'est jamais sur l'autre ou l'extérieur. C'est toujours quelque chose de très personnel. Toujours. Choisir, par exemple, une personne devant soi nous paraît orgueilleuse. On a le choix. On a le choix de laisser notre orgueil nous guider ou de se dire bah non, j'ai pas envie de rentrer dans son jeu. On a toujours le choix et on perçoit bien de toute façon. Si on laisse notre orgueil, on va essayer automatiquement d'être le meilleur, de surpasser la situation, mais donc de générer un conflit. Si on prend l'autre côté, forcément, oui, on ne se sentira pas en situation de fierté. Après, tout dépend comment vous réagissez. Vous pouvez vous sentir paisible, tout simplement, et oublier cette situation. Vous pouvez choisir de conserver en vous des situations difficiles ou de les oublier. Mais quand je parle oublier, c'est d'abord les regarder et voir ce qui résonne en vous, si ce sont des blessures ou pas. S'il y a des blessures, le souvenir ne sera pas oublié tant que la blessure sera toujours active. Choisir, il y a aussi une autre notion qui entre en jeu, c'est aussi que n'importe quel choix que nous allons faire sera le meilleur. C'est-à-dire que la vie est d'un amour inconditionnel pour chacun, pour tous. Il n'y a pas de valeur, de hiérarchie. Il n'y en a pas qui sont plus aimés que d'autres. La vie, c'est une création de l'amour inconditionnel. Aussi, pour évoluer, chaque situation, chaque expérience qui nous est présentée, où nous avons le choix de nos réactions, le choix de nos paroles, le choix de nos actions. De toute façon, ce ne sera que pour le meilleur. Quand je parle du meilleur, ça ne veut pas dire une promotion professionnelle, plus d'argent, etc. Ça ne marche pas comme ça. À la base, c'est plutôt est-ce que cela va m'amener, moi, à me sentir mieux en moi? Est-ce que je vais me sentir plus confiant en moi ou plus ouvert à l'inconnu? Est-ce que cette expérience va m'amener à moins me protéger de l'autre parce que finalement j'aurai moins peur? C'est cela. C'est est-ce que cette expérience va m'apprendre que finalement j'étais capable de le faire alors que tout le monde me disait que c'était pas possible? C'est ça le jeu de l'expérience et pourquoi chaque choix sera le meilleur. Parce que c'est toujours un rendu qui est intérieur et personnel. Ensuite découlent, eh bien oui, des manifestations matérielles, effectivement. Mais c'est toujours d'abord lié à soi. Chaque choix sera le meilleur parce que même si, selon nos blessures, nous projetons que c'est difficile, qu'on est humilié, que on nous a pas respecté, ça nous apprend qui on est et qu'est-ce qui nous amène à être en fait dans l'instant présent. Reconnaître que tout provient de soi,
permet de récupérer sa souveraineté personnelle. Ce n'est pas l'autre qui est une menace, c'est nous qui avons peur de lui. Ce n'est pas l'autre qui a mal fait, c'est nous qui considérons que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons. Et ça, c'est un filtre lié à nos blessures et qui forcément colore la situation. Si vous voyez bleu, l'autre n'est pas obligé de voir bleu, il voit selon ses propres filtres. À partir de là, il y a incompréhension dans la communication, donc dans les attentes et les réponses, forcément. Et si on n'est pas honnête avec soi-même, on peut croire qu'on attend du jaune, alors que finalement, même si on nous envoie du jaune, on est déçu parce que quelque part, on attendait du vert. Et c'est cette honnêteté avec soi qui fait qu'on découvre qu'on attendait du vert. L'autre n'est toujours qu'un miroir, en fait, pour nous renvoyer qui nous sommes, quelles sont nos attentes, nos blessures comme nos libertés. Si on était prêt à accueillir l'inconnu en général, ou si on est en situation quelque part de survie et donc dans une volonté de contrôle qui ne peut finalement que nous amener à la déception. Déception de l'autre, la société qui ne répond pas comme il faudrait à nos attentes. Bonsoir Magali, je ne sais pas si tu m'entends. Bonsoir, si je t'entends. Oui, alors on est désolé, il y a Hortense qui a eu un souci à l'orage chez elle. Et du coup, elle m'a téléphoné en urgence pour pouvoir venir à sa place. Donc bonsoir à toutes et tous. Et puis désolé pour Hortense. Voilà. Pas de souci. Voilà. Que tu ne sois pas non plus toute seule. Donc, quoi. Alors moi, j'ai pas les anciennes. D'accord. Bon, j'ai pas les anciennes questions. Moi, j'en ai qu'une qui répond, c'est Nina, suite à ce que tu as dit, qui dit c'est vrai en partie, car il y a aussi quand même la part de croyance de l'autre, c'est où et c'est subir tout ça. Subtil. Ouais. Subtil, pardon. En fait, ce que je vais vous dire, chacun le prend ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire là-dessus. Moi, c'est clair. C'est tout ce que j'exprime, ce sont mes croyances personnelles liées à mes expériences personnelles. Voilà. Mais on ne ressent jamais la colère, la joie, l'orgueil, la vanité, l'altruisme de l'autre. C'est toujours soi qu'on ressent. L'autre n'est qu'un miroir. Après, comme la vie est fantastique, avec son abondance, nous sommes faits de vibrations et donc nous attirons à nous des personnes qui sont en parfaite cohérence à ce qu'on veut expérimenter. C'est-à-dire que si on souhaite rester dans nos croyances, on va attirer des personnes qui auront à peu près les mêmes croyances que nous, donc qui ne vont faire que nous conforter dans nos croyances. Lorsque nous sommes prêts à aller au-delà, à remettre en question, alors nous attirons à nous des personnes qui vont nous aider à élargir notre perspective. C'est la loi de la résonance, tout simplement. Parce que la vie, comme elle nous aime inconditionnellement, elle nous apporte exactement ce que nous lui demandons. Si nous désirons rester dans notre zone de confort parce que nous y sentons bien encore et qu'on n'a pas fini de l'explorer, il n'y a aucune raison pour se remettre en question, là, à ce moment-là, mais bien de nous conforter dans nos croyances. Par contre,
lorsque nous sommes prêts, eh bien forcément, oui, comme par hasard, sur Internet, à la télé, partout une affiche de publicité, il y a quelque chose qui tout d'un coup nous fait douter et qui ouvre une porte et qui nous aide qui nous facilite en fait la remise en question personnelle. Et là, on reçoit autre chose. Ce qui fait que, en fait, c'est ça qui est formidable. Avec l'abondance que nous avons sur notre planète, nous trouverons toujours quelqu'un qui correspondra parfaitement à ce dont nous avons besoin dans l'instant présent. Nous sommes vraiment sur une planète d'abondance parce que absolument toutes les émotions, toutes les possibilités d'expression y sont. Et avec nos moyens techniques, même si des fois Internet c'est bof bof, nous avons toujours moyen de trouver une réponse. Et il n'y a qu'à observer là encore. Si vous croyez dur comme fer que, je sais pas, les Martiens sont plutôt sous forme de boules noires, vous allez réussir à trouver des blogs ou des sites internet qui vous disent oui, j'ai vu un Martien, c'était une boule noire. Ça, vous allez réussir. C'est exactement comme quand, par exemple, expérience personnelle, quand j'étais enceinte, je ne voyais plus autour de moi que des femmes enceintes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les femmes sont enceintes en même temps que moi, alors que, non. C'est juste que tout d'un coup, mon attention était attirée par cela. Lorsque vous achetez une voiture, par exemple, je citerai pas une marque, n'importe, votre voiture, voilà. Votre voiture, une nouvelle voiture, vous allez tout d'un coup remarquer que vous croisez ou que vous suivez la même marque, alors qu'avant vous ne remarquiez pas parce que ça ne correspondait pas à vos croyances. Nos croyances sont mouvantes parce que nous évoluons tout le temps. Et c'est ce qui fait aussi que il n'y a aucun intérêt à s'y attacher trop. Par exemple, je sais pas moi, vouloir absolument que votre compagnon ou votre compagne ait les mêmes croyances, parce que le lendemain, vous pouvez avoir une illumination ou une remise en question qui fait que ce que vous avez mis du temps à imposer à votre compagnon ou votre compagne que telle chose est bleue, finalement, maintenant, vous la voyez jaune. Alors, vous avez mis, je sais pas, 3 semaines à convaincre que c'est bleu. Allez-y pour lui dire, finalement, je crois que finalement c'est jaune. Comment ça, tu veux pas te remettre en question? Non, ça marche pas. Non, ça ira, merci. Il sera pas très très content l'autre. Donc, et la vie, eh bien, c'est ça qu'elle nous apporte. Elle nous apporte dans l'instant présent, à chaque fois, ce qui nous paraît juste, même à un niveau inconscient. Parce que la plupart du temps, tant que nous sommes bouleversés en fait par nos blessures qui restent, on va dire, dans notre inconscient, nous ne pouvons pas véritablement être dans ce libre arbitre et être dans ces choix d'expression évolutifs. On ne peut pas le ressentir comme ça. Tant qu'on est à ces blessures en soi, on ne peut ressentir qu'un accès de protection à tout niveau. Et si on est en mésestime de soi, forcément, eh bien, la vie va nous apporter des preuves que nous avons raison, jusqu'à ce que nous soyons prêts à commencer à nous faire confiance. Et là, eh bien, on va rencontrer des personnes qui vont nous parler autrement, qui vont commencer à avoir confiance en nous.
qui vont croire en nous, qui vont accepter que nous soyons différents. C'est d'abord un regard intime, intérieur. Toujours. Alors, Nina dit, il y a bien des gens toxiques qui parasitent le changement, n'est-ce pas? Les seules personnes toxiques qu'il y ait proviennent de soi. Qu'est-ce qu'on appelle une personne toxique? Une personne qui nous renvoie ce que nous n'avons pas envie de voir. C'est exactement comme quand on me parle de mauvaise herbe. Là, c'est de l'herbe, mais là, c'est la mauvaise herbe. Pourquoi de la mauvaise herbe? Ah bah si, regarde, ça pousse alors que je ne le veux pas. Mais c'est de l'herbe à la base. Le feu, c'est la même chose. Un feu de cheminée qui nous réchauffe, où on peut faire griller des châtaignes, on apprécie. Mais un feu qui brûle la main de notre enfant ou notre maison, c'est un mauvais feu. C'est nous qui plaçons notre bien et mal en fonction de nos croyances. Il n'y a pas de gens toxiques. Il n'y a que des révélateurs, des miroirs. Et après, voir en soi toutes ces mouvements de protection pour nous protéger d'une blessure, alors oui, on va le projeter sur les autres, forcément. Et c'est un jeu tout à fait normal. En quelque sorte, je ne dirais pas qu'en quelque sorte les autres sont là pour ça, mais oui, quand même. Ils nous renvoient nos croyances. Si on croit qu'il y a des gens qui sont capables d'absorber notre énergie, qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, on va attirer des personnes et on va ouvrir grand notre champ d'énergie. Vas-y, tiens, prends. Mais pour nous, ce sera, mais ils volent mon énergie. Alors qu'en fait, véritablement, c'est nous qui ouvrons grand notre champ d'énergie et qui ainsi, en fait, nous apporte la preuve que nous avons raison. Il y a des gens qui volent l'énergie, il y a des gens toxiques. Parce que ce sont nos croyances de l'instant présent. Et ça ne veut pas dire qu'on se trompe. Ça n'a rien à voir du tout. Parce qu'en fait, nous sommes dans notre pleine vérité. Ce sont nos croyances, ce sont nos vérités. Et c'est vrai pour nous. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à chercher. C'est vrai pour nous. Si c'est vrai pour nous, c'est qu'il y a peut-être des blessures aussi. Parce que être masochiste, ok, mais il y a un moment où on en a marre, on n'en veut plus. Et quand on n'en veut plus, c'est le moment d'aller voir en soi quelles sont ces fameuses blessures qui font que on demande à l'autre de servir de bourreau pour que nous soyons la victime, tout simplement. C'est pour ça que le choix est toujours le meilleur, quel qu'il soit, parce que on apprendra toujours quelque chose sur nous-mêmes. Que là, on s'est placé en tant que victime parce qu'on ne se sentait pas capable de sortir de ce jeu. Mais pourquoi on est victime? Pourquoi on se sent incapable de dire non mais là ça me va pas, non ça me correspond pas, ça me correspond plus en fait. Bah c'est là où il faut revenir vers soi et puis aller voir dans son enfance, son adolescence. Il y a Corinne qui pose la question, comment garder notre énergie?
En fait, c'est extrêmement simple. À partir du moment où on n'a plus peur de l'autre, on n'a plus besoin de se protéger. On ne peut pas perdre d'énergie, on ne peut qu'en recevoir encore et encore en abondance de soi. Il y a une abondance d'énergie dans l'univers. Et tout le monde y a droit. C'est parce que nos peurs nous disent qu'il y a un manque quelque part qu'on croit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Et en voulant se protéger, c'est là où on s'étouffe, en fait. On ferme nos vannes à cette énergie abondante. Plus vous essayez de protéger votre énergie, et plus vous vous étouffez. Plus vous acceptez que vous n'avez plus besoin d'avoir peur, que vous pouvez avoir confiance en vous, et donc en les autres, que les autres ne sont pas une menace, que vous n'avez aucun ennemi, ni à l'intérieur de vous, ni à l'extérieur de vous. Et à ce moment-là, plus vous vous ouvrez à cette abondance. C'est la confiance en soi qui est la clé de tout. Mais elle ne s'obtient pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est progressif. Au fur et à mesure qu'on accepte d'aller voir ses blessures, de les reconnaître et de les aimer. Tant qu'on ne se sent pas en confiance en soi, eh ben, on projette sur l'autre et on a peur des autres. Et on se referme. Vous savez, c'est comme exactement comme ce réflexe où tout d'un coup vous voyez quelqu'un, homme ou femme, arriver vers vous brutalement avec le bras levé. Si vous avez le réflexe de vous protéger, forcément cela veut dire que vous n'avez pas confiance ni en vous ni en la vie. Peut-être que l'autre, finalement, si vous ne faites aucun geste et que vous restez calme, vous allez vous rendre compte qu'il passe à côté de vous pour aller faire autre chose. Ce sont vos réflexes qui vous révèlent qui vous êtes et quelles sont vos croyances. Alors, Françoise demande le subconscient, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le subconscient, c'est un terme très intellectuel, mais qui est bien pratique quand même hein, pour s'expliquer. Moi, je trouve que notre vocabulaire nous permet quand même bien de communiquer. Pour moi, le subconscient, c'est tout simplement notre état d'esprit qui n'est pas encore connecté à notre partie consciente parce que elle est trop prise par justement nos internes. Toutes ces blessures qui sont là et qui attendent d'être regardées et aimées. Le subconscient, c'est ce schéma de protection, tout simplement, qui est relié totalement à qui nous sommes, à nos croyances. Donc, forcément, le subconscient, c'est le mental et l'ego qui se tiennent main dans la main pour nous révéler qui nous sommes et tenir notre place là où nous sommes, dans la société, dans notre famille. Voilà. C'est, on parle de conscient, mais en fait, être conscient, c'est être honnête avec soi. Ça veut pas dire ne plus avoir de peur, ne plus, enfin, être un surhomme, une surfemme. Enfin, non mais ça c'est bien américain. Non, 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 non. Le être conscient, c'est simplement accepter que oui. On ne puisse pas avoir la réponse. C'est ce que je disais au début, c'est que qu'on puisse avoir des faiblesses autant que des qualités. Et alors, tout a un sens. On pleure parce qu'on a mal, parce qu'on est triste, parce qu'on se sent pas bien. On pleure pas comme ça, juste pour se dire tiens, je pleure. Il y a toujours un sens en soi, mais à trop vouloir le connaître tout de suite là, on part dans le contrôle et du coup on passe à côté. Alors que
Juste se laisser ressentir. Ah là, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une grosse vague de tristesse qui monte. Eh ben, je vais pleurer. Je vais la laisser passer. Je vais l'accompagner. Et puis, je m'en fous de pas savoir pourquoi, mais je sais que de toute façon, après, je me sentirai mieux. La conscience, c'est ça. C'est d'accepter tout ce qui vient de soi comme faisant partie de soi. Et de l'aimer. De ne pas le rejeter, de ne pas le juger, le condamner. Mais bien de l'aimer, parce que ça fait partie de soi. Imaginez un monde où nous soyons tous des super Einstein, doublés de Schwarzenegger. Alors Einstein, Schwarzenegger, qu'est-ce qui manque avec la souplesse d'un artiste du Cirque du Soleil, etc., etc. Mais ce serait, mais on s'ennuierait, mais à mort, quoi, parce que on n'aurait rien à faire. Franchement, on serait tous au même niveau, on serait tous à partager les mêmes croyances, mais on n'en veut pas de ça. Ce qui est intéressant, c'est la diversité, la différence. Aucun choix ne peut être le même. C'est pas possible. Parce que personne n'a la même expérience, même des jumeaux ou des jumelles, même s'ils paraissent parfaitement identiques, au niveau des souvenirs, des ressentis, il y aura toujours des différenciations. Et ça, cela va générer donc des choix différents. Forcément, un moment ou un autre. Sinon, mais il se jetterait sur exactement la même femme. Je vous raconte pas la difficulté, à moins de faire un ménage à trois. Mais très souvent, c'est pas le cas. Ou alors, ils peuvent ne pas faire le même travail. Ou tout simplement, il y en a un qui peut préférer la couleur jaune et l'autre bleu. Parce que là, c'est la différence qui fait notre valeur, qui fait que nous sommes si précieux. Nous avons toujours quelque chose à apporter aux autres. Toujours. Mais généralement, on se l'étouffe avec des phrases toutes faites, à vouloir être conforme à la mode, à la société, etc. Mais même la société, elle ne désire pas ça, parce que la société, elle a besoin de cette différence. Elle a besoin d'avoir d'un côté eh bien des manuels, d'autres des intellectuels, des artistes, des fous, qu'on dit fous, des malades, et plus de malades, mais plus de métier de la santé, plus d'études sur le corps, plus de découvertes sur nous-mêmes. C'est plein de choses comme ça. Et si la société a besoin de toute cette abondance, mais nous aussi, nous avons besoin de toute cette abondance en nous-mêmes. On ne nous demande pas d'être une seule facette, on nous demande d'être multifacettes. On ne va pas être la même personne quand on est avec son mari ou sa femme, ou son ami, son compagnon, sa compagne, etc. Qu'on est avec un enfant, qu'on est au travail, qu'on est en vacances, qu'on est avec le médecin, qu'on est avec le dentiste. Moi, je me vois mal arriver chez le dentiste et lui faire « Bonjour mon chéri ». Il va me tirer une tronche. Puis alors après, pour lui dire « Si tu pouvais me… » Non, non, bon, d'accord. Ok. On a toutes ces facettes, on a absolument toutes ces facettes, elles sont en nous. La triste, comme la rieuse, le clown, comme le pessimiste, tous sont là. Et toutes ces facettes nous permettent eh bien, de faire des choix différents à chaque fois, parce qu'on évolue à chaque fois et que tout ça s'agrandit.
au fur et à mesure, on accepte toutes ces facettes, progressivement, une à une. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, eh bien, non mais ça nous permet aussi, par exemple, allez, pendant le confinement, pour ceux qui ont des enfants à l'école, hein, bien sûr, je parle, on a bien dû de prendre la casquette de prof à un moment ou à un autre. Voilà. Même si ça ne me faisait pas plaisir particulièrement. Et là, moi, personnellement, ça m'a ramené plein de souvenirs de mon expérience scolaire. Et ça m'a permis de voir où j'en étais. Ça m'a permis notamment de me dire, non, mais finalement, non, je n'aurais pas pu être prof. Pourtant, combien de fois on m'a dit, tu aurais pu être prof, etc., etc. J'ai même cru à un moment, peut-être que je devrais devenir prof. Et puis, non, ça me parlait pas, ça résonnait pas. Et là, je me suis dit, vraiment, non, mais non. J'aurais pas pu, non. Ça m'aurait pas plu. Si j'avais été amenée à devenir, je l'aurais fait, bien sûr. Mais finalement, ça m'aurait pas plu. Je me rends compte. Expérience très enrichissante pour moi. J'ai pu aider quand même mes enfants. Mais j'accepte que ce soit en un temps donné, dans un contexte donné, pour une limitation d'enfants, les miens, mais pas plus. Ça m'a permis de me positionner là-dessus. Donc, j'ai gagné énormément. Et qu'on me croit ou pas quand je dis non, mais non, j'aurais pas pu être prof, je m'en fous. Je sais ce qu'il en est pour moi. Beaucoup de parents, hein, ça a été ça. Hein. Ils ont pu voir justement, qu'ils ont pu voir exactement que c'était du travail aussi d'être prof. Parce que souvent, il y a des parents qui disent oui, mais d'abord ils foutent rien. Souvent, on entend ça. Et là, ils ont pu voir que, effectivement, d'être prof, c'est un travail et il y a des choses à faire. Voilà, aussi. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de parents se disent après, comme toi, je ferai pas prof. Parce que c'est beaucoup de travail. Puis il y a une pédagogie particulière, quoi. Enfin, puis selon les matières, tu n'expliques pas de la même façon. Faut être patient. Et là, nous, du coup, on a dû, voilà, on a dû en fait prendre toute la palette des matières. Et du coup, moi personnellement, alors ça m'a permis de me dire, mais pourquoi avant je comprenais pas alors que maintenant ça me paraît simple. Et là, de nouveau, je me suis dit, bah oui, non, mais pas le même âge. J'ai grandi en moi, j'ai fait des expériences, j'ai compris des choses, et surtout, je me suis rendu compte que c'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de pression. Aussi, oui. Alors que quand on est à l'école, on a une pression. Et que moi, cette pression, j'avais beaucoup de mal, en fait, à la vivre. Donc, ça me bloquait. Et là, j'avais pas cette pression. Même, bon, je me mettais un petit peu quand même, hein, mais j'avais pas cette pression. Et du coup, ça m'a ramené à mes années d'école, et ça m'a permis de prendre conscience de certaines blessures qui étaient là. Donc j'ai été les voir et j'ai été les aimer, et ça m'a fait un bien fou parce que c'est ça l'intérêt aussi de revivre par nos enfants interposés tout l'aspect scolaire. On a tous eu des expériences désagréables, on va dire, avec un ou des profs ou une certaine pédagogie avec laquelle nous, on n'était pas très, très à l'aise et qui nous mettait un petit peu à l'écart. Grâce à nos enfants, on est replongé là-dedans. Et ça nous refait travailler émotionnellement. Donc, grâce à eux, ça nous permet de prendre conscience que, tiens, j'ai encore ça. Ah, tiens, je m'en rendais plus compte, mais j'ai encore quand même une petite appréhension, ou bien, mais
comment est-ce que je vais me être devant les profs? Est-ce que c'est comme avant, ou je vais me sentir un peu, ou au contraire me sentir d'égal à égal? Voilà, c'est très intéressant. Ça nous permet de nous remettre en question et de grandir à chaque fois. Bah, par exemple, moi, je vois pour mon enfance, je sais pas si tu m'entends. Si tu m'entends, d'accord. Si. Je vois pendant mon enfance, pour faire une récitation, il fallait qu'ils enlèvent les enfants dans la cour. Du moins, quand c'était la récréation, moi, j'en profitais pour faire la poésie parce que je n'arrivais pas quand il y avait beaucoup de monde. Et maintenant, j'arrive à parler facilement en public. Comme quoi on change. Comme tu dis, on change en vieillissant, quoi. Ça y joue beaucoup. Tout à fait. C'est pas nécessairement en vieillissant. C'est la confiance, en fait, le fait de grandir intérieurement. Oui, sur soi, en fait. Oui, c'est grâce aux expériences, ouais, qu'on attire, que on apprend à qui on est et ce qui ne nous convient plus, ce qui pouvait convenir avant mais qui n'a plus de sens aujourd'hui, et qui on aime être. J'étais extrêmement timide aussi, donc forcément, comme j'étais extrêmement timide, je me suis dirigée vers un métier de commercial. Eh oui, forcément. Donc, même si on ne s'en rend pas compte, de prime abord, on s'attire toujours les expériences pour prendre conscience de nos limites, des limites qu'on se met, nous, du fait de nos peurs, en fait, liées à nos blessures. Et à partir de là, eh bien, il y a un moment où c'est tellement intenable dans le corps, où en fait, ça devient tellement insupportable de vivre ça, que on ne peut que dépasser ses limites pour, en fait, pour s'écouter, tout simplement, quoi. Et à partir du moment où on s'écoute, le choix devient beaucoup plus simple. Il n'y a qu'à ressentir en soi. Là, ça me gêne? Non. Donc, ça me convient pas. Là, par contre, je me sens bien, je vais aller vers ça. Et puis, si c'est trop difficile de choisir, eh bien, le choix, c'est de ne pas choisir à ce moment-là. C'est tout. S'autoriser à ne pas choisir. Malgré la pression extérieure, malgré combien de fois on nous dit non mais là c'est urgent, c'était pour hier, il faut que là tu fasses ça. Et comme tout devient différent quand finalement on dit non mais je pourrais pas là. Vraiment, je ne pourrais pas. C'est pas par mauvaise volonté, je ne peux pas, c'est tout simple. Et là tout d'un coup, ah bon, ah bah non mais à ce moment-là c'est pas grave, hein. On peut t'accorder 2 jours de plus ou non, mais à ce moment-là, on va donner ça à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. C'est pas ton rythme. Mais encore faut-il oser s'écouter et oser s'exprimer tel qu'on est. C'est comme ça qu'on est en paix. En s'écoutant et en s'autorisant à être tel qu'on est. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si tu t'écoutes pas, bah, tu es vite fatigué, ton énergie est épuisée. Du moins, tu manges de l'énergie, tout ce qui s'ensuit. Et moi, je vois, j'ai fait un cancer il y a quelques années, et le médecin me disait, mais madame, il faut vous reposer. Moi, je comprenais pas. Et je disais, mais non, je peux pas me reposer, parce que je travaillais encore à l'époque. Et je vois maintenant, quand mon corps me dit stop, maintenant tu vas te reposer, je l'écoute. Il faut savoir se reposer. Et c'est pas pour autant qu'il y ait une rechute ou quoi. Justement, au contraire, plus vous écoutez votre corps, et plus vous serez plus à l'aise en vous, quoi. Du moins la confiance, tout ce qui s'ensuit, quoi. Vous retrouvez d'être paisible, voilà, quoi. Du moins c'est. Et puis la confiance en soi, bon, c'est vrai que sur le coup, quand tu apprends que tu as un cancer, tu repères confiance en toi, parce que j'avais confiance en moi. Et puis là, d'un seul coup, tu dis, attends, prends une claque.
Et puis, bon, bah, tu mets à peu près 5-6 mois à te remettre, mais après, tu te dis, ben non, c'est pas ça la vie. Allez, écoute-toi, fais des choses que tu as envie de faire et on voit la vie autrement, quoi. Et après, on est beaucoup mieux. Voilà, c'est quoi. clair. Le corps est notre véritable guide. Oui. C'est lui qui nous dit où nous en sommes. Parce que c'est lui qui est qui contient en fait nos blessures comme nos libertés. Et il nous parle tout le temps. Mais si on attend qu'il nous parle comme toi tu me parles, ah bah on va attendre longtemps. Non, il faut pas justement. C'est son corps qu'il faut écouter. Loin. C'est le corps, il parle. Nous, on le voit parce qu'on a fait un travail sur nous et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fait ce travail et qui se cherchent, qui justement, avec des personnes comme toi, comme d'autres intervenants, on leur donne cette chance-là de pouvoir s'en sortir, quoi, du moins de pouvoir les aider à avancer encore plus vite que si jamais ils seraient tout seuls dans leur coin, quoi. Donc, c'est magnifique. Voilà. Mais le véritable guide de chacun, c'est soi-même. Hein. De toute façon, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si les personnes n'étaient pas prêtes à se remettre en question ou tout autre, ils ne seraient pas là. C'est chaque personne a choisi d'être là pour retirer ce que la personne en veut, quoi. C'est sur tout le temps de la conférence, il y a des personnes qui n'ont gardé que 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes. Et franchement, c'est tout ce que je leur souhaite. C'est ce petit truc qu'ils sont venus chercher pour leur propre ouverture vers la révolution, c'est tout. Mais de toute façon, c'est ce que je répète, le guide premier de chacun, c'est soi et son corps. Le corps est un formidable accompagnateur. Il est d'un amour inconditionnel pour nous. Et il a son propre langage, par des frémissements et aussi par des sensations. Il peut nous envoyer de l'amour de l'intérieur. Il peut nous aider à ressentir davantage l'énergie dont il dispose, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est le corps qui est notre on va dire notre gardien dans notre incarnation. Nous intervenants, etc., nous ne sommes rien d'autre que des transmetteurs entre la personne et on va dire son corps. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons que transmettre ce que la personne demande. Oui, en fait, ils sont là au bon moment parce que c'est ce qu'ils recherchent actuellement. Donc, automatiquement, ils sont… Parce qu'ils l'ont décidé. Voilà, ils l'ont décidé à ce moment-là. Après, il y en a, ils viennent aussi c'est ça. Et ils ne sont pas prêts aussi. Ça arrive. Il y a des gens qui viennent et ils ne sont pas prêts. C'est pas grave. Ça sera dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas grave. La personne, à un moment ou à un autre, elle aura un déclic. Et oui, mais attention, ce n'est pas parce que nous, on considère que la personne n'a pas retiré quelque chose que c'est vrai. Quand tu dis que les personnes ne sont pas prêtes, on n'en sait rien du tout, en fait. Ce n'est pas parce que là, elle ne va pas avoir une illumination. Voilà, c'est ça, je voulais dire plutôt illumination. C'est pas que c'est une intégration. Il y a les illuminations et puis il y a aussi des intégrations progressives. C'est-à-dire que là, elles vont passer peut-être 5 minutes sur la conférence et se dire c'est du n'importe quoi. Voilà. Elles ont entendu quelque chose, ça leur convient pas, elles partent ailleurs. Mais ce petit quelque chose, c'est exactement comme les ruisseaux qui font les fleuves.
la personne en fait avait programmé d'entendre ce petit quelque chose qui sur le moment non ça convient pas, ça résonne pas, mais qui va s'ajouter à autre chose qu'elle leur a choisi de découvrir d'un autre moyen, etc. Et c'est voilà, c'est l'intégration de ces divers éléments qui vont faire que la personne, ça va pas être sous le coup d'une illumination effectivement, mais c'est tout aussi intense parce que c'est plus, cela va aller titiller des nœuds en la personne qui vont faire tout autant. C'est, on ne peut jamais savoir ce que la personne va en retirer parce qu'il n'y a qu'elle et elle seule qui peut le savoir plus tard. Quand je fais un soin à une personne, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui ressentent le soin que je fais au moment où je le fais. Il y en a d'autres, la plupart du temps, pas. Mais généralement, je préviens. Le résultat, vous vous en rendrez compte avec du recul. C'est-à-dire que ça va prendre quelques semaines, peut-être un mois. Et quand vous repenserez entre le moment où vous avez demandé le soin et là, c'est là que vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé en vous. Les changements. Parce que on a tous besoin de recul pour comprendre, donner un sens à ce qui s'est passé avant. Donc, c'est pour ça que chaque choix, quel qu'il soit, est toujours juste et toujours le meilleur, de toute façon. On ne peut pas juger d'un choix parce qu'il conviendra toujours à la personne elle-même. Nous, on ne peut pas savoir pour la personne. Même si on a une expérience similaire et qu'on comprend la personne et qu'on perçoit son chemin, ça ne veut pas dire qu'on sait pour la personne. On ne peut pas savoir. C'est pas possible. Ça voudrait dire que on a vécu à sa place toute sa vie. Et étant donné que chaque personne est différente parce que nous n'avons jamais vécu la même chose, ressenti la même chose, chaque personne a son expérience. Voilà. C'est ça. Et ça a été fait pour que chaque personne soit un joyau unique. Oui. Qui convient parfaitement qui s'incruste parfaitement dans le collectif, mais qui en lui-même est infiniment précieux et inestimable parce que unique. Et la paix ne peut s'installer que si déjà on accepte qu'on n'est pas un autre, qu'on ne peut être que soi. Malgré tous les modèles qu'on nous présente, modèles physiques, enfin voilà quoi. Bah non, on peut pas être flûte. J'ai plus de nom de top modèle ou comme ça ou d'actrice. Michelle Pfeiffer. Je suis pas Michelle Pfeiffer. Désolée, je suis pas elle. J'ai pas son physique parce que si j'avais son physique, est-ce que j'aurais fait carrière comme elle? Aucune idée. Ça veut pas dire. Pas sûr. Pas sûr. Peut-être que oui. Hein. Peut-être que non. Je devrais devenir peut-être ouvrière dans une usine Renault. Oui, ça se peut. Et pourquoi pas? Voilà. De toute façon, on est unique. Donc, accepter déjà qu'on soit soi-même unique et que tout ce qui provient de soi est forcément un cadeau pour apprendre de soi qui on est et qui on peut être. Donc, commencer à se faire confiance, aller voir ses blessures et les aimer, et forcément, la vie en devient plus facile parce qu'on se met moins de fardeau sur les épaules. On n'a plus à convenir à l'autre. On n'a plus à essayer d'être quelqu'un d'autre avec toujours cette peur en soi. Un jour, on va découvrir qu'en fait, je mens, je suis dans le mensonge. Être soi, c'est accepter comme on est. Mais ça ne veut pas dire
que si on a des blessures, des colères par exemple, c'est forcément plus simple de reporter la colère sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire simplement, je suis en colère, cette colère provient d'un non-respect en moi, je ne me sens pas respectée. Quelque part dans mon expérience, j'ai une blessure là-dessus, ben, je vais la voir. De toute façon, j'aurais beau reporter ma colère sur l'autre, c'est pas pour ça que je me sentirais mieux. Bien au contraire, je n'aurai que les conséquences. L'autre, forcément, va se mettre en colère aussi, s'il se fait traiter de tous les noms. Et résultat, la situation va devenir intraitable et puis je me sentirai encore plus mal, moi. Et c'est là le point, c'est on s'en fout ce que l'autre ressent ou pense. De toute façon, on peut jamais savoir ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Ça, c'est impossible. On n'est pas dans la tête des gens. Donc, non, puis on peut pas ressentir les émotions des autres. Non. C'est une illusion. Donc, ça, je dirais pas comme toi. C'est une illusion. Alors, c'est une illusion, peut-être pour, comme tu dis, mais moi, je vois à un certain moment, quand je passais autour des gens qui étaient négatifs, ben, je prenais sur moi et après, j'étais pas bien, moi, personnellement. Je ressentais Alors, tu prenais des gens qui étaient négatifs ou simplement... Non, en fait, quand tu traînes, tu sais, dans la rue, que tu vas faire les courses ou autre, et que tu as des gens qui, ça se trouve, peut-être se sont disputés avec leur mari ou autre, et qui ont une pensée au moment que je passe de quelque chose de négatif que je prenais sur moi. Du coup, après, j'étais pas bien, quoi. Du moins, bon, maintenant, ça m'arrive plus, mais c'est vrai qu'à un certain moment, ça me faisait ça. Mais et c'était même des fois pas bien, quoi. Du moins, t'as du mal à respirer, une angoisse, comme si c'était une angoisse. En fait, je dirais pas que c'est une angoisse, hein, mais on a l'impression que c'est une angoisse, en fait, comme une angoisse. Je sais pas comment l'exprimer, en fait. Ça s'appelle la loi de la résonance. Mm-hmm. C'est très simple. À partir du moment où en toi tu as une blessure qui te dit que tu n'es pas bien, Mm-hmm. forcément, tu vas attirer des personnes qui ont la même chose et qui vont t'aider à ressentir ce qui vient de toi. Mm-hmm. C'est aussi plus facile de se dire qu'on prend de l'autre ou qui nous polluent ou voilà, qui sont toxiques. Je dirais pas polluer, mais quand même. Ou négatifs. Oui. Plutôt mais ça vient toujours de soi. Mm-hmm. Ça vient toujours de soi. Il n'y a qu'à voir, c'est très simple. Quand on est très heureux, en fait, il n'y a plus aucune personne négative autour de soi. Mm. Quand on regarde soi, les gens sont neutres ou tout va bien. Mais quand on n'est pas bien, comme par hasard, on a plein de gens dits négatifs autour de soi. Et je reviens à, quand j'étais enceinte, qu'est-ce que je remarquais comme femme enceinte autour de moi? Oui, comme les voitures. Dis donc. Alors qu'avant, voilà. Tout est lié. On peut pas. C'est un peu comme quand on me dit, oh là, j'ai un rhume, mais bon, ça n'a rien à voir avec le spirituel ou ma compréhension de moi-même. Ou mal de gorge. Et pourquoi un rhume n'est pas un révélateur d'une gêne en soi ou de quelque chose qu'on ne veut pas regarder en soi? Comme un mal de gorge. C'est tellement facile de... Voilà, c'est tellement facile de dire ça c'est de la bonne herbe et ça c'est de la mauvaise herbe. Le mal de gorge, c'est souvent un refus de quelque chose. Pas loin. Et tout est là pour. Pourquoi, par exemple, je vois Pierre parle des jaloux. Pourquoi, par exemple, on jalouse quelqu'un? Parce que, pourquoi nous, par exemple, on jalouse quelqu'un? Parce qu'on ressent qu'il y a une injustice vis-à-vis de nous, que c'est nous qui devrions avoir ce que l'autre a.
Oui. Et du coup, l'autre, forcément, on va le parer, on va l'amener à quelque part une inhumanité pour faire un objet et non plus une personne. Parce que si ça reste une personne, c'est difficile de ne plus la respecter. Pourquoi on attire des gens jaloux? Mais parce que forcément, soit on a de la jalousie. Il y a la jalousie, oui. C'est QFD. Je veux dire, nous sommes des humains avec toutes les palettes. À partir du moment où nous avons des blessures, par exemple, blessures de non-respect, rien que la mésestime et le non-respect fait que on projette et on se dit non mais pourquoi lui il a un yacht et il part en vacances et pas moi. S'il l'a, forcément c'est que il a dû spolier des gens, il a dû écraser d'autres. On peut pas avoir de l'argent sans avoir écrasé les gens. De toute façon, c'est pas possible. Et ça vient d'où ça? On connaît pas la personne. On ignore ce qu'elle a vécu. C'est peut-être une personne qui jusque-là était dans le plus profond dénouement et a gagné au loto. Mais on veut même pas le savoir. Parce que tout ce que ça nous fait, ça nous renvoie que, en soi, il y a une partie de nous qui ne se sent pas respectée, aimée, considérée. Et qu'à partir du moment où on va aller la voir pour l'écouter, l'aimer et la considérer, on n'aura plus besoin d'être jaloux de quelqu'un. On sera en satiété. Mais tant qu'on ressent clairement des gens négatifs, des toxiques, des jaloux autour de soi, c'est un formidable révélateur. C'est un super outil parce que on peut dire vraiment merci à ces personnes et ces éléments extérieurs parce que ça nous ramène vers soi et progressivement ça va nous aider à prendre conscience que ça vient de soi. Tant qu'on ne se respecte pas soi, tant qu'on ne s'aime pas, c'est qu'il y a des blessures. Et tant qu'il y a ces blessures, eh bien, on colore nos choix, forcément. Tout ça, c'est un jeu d'évolution pour nous faire grandir. Mais le plus difficile, c'est très facile de se dire intellectuellement, tout provient de soi, c'est moi qui projette. Parce que quand l'émotion est là, on est en pulsion, donc on est quelque part noyé dans ça. Et c'est s'observer, apprendre à s'observer. Progressivement, plus on s'observe et plus on cède, en fait. Je vois que Myriam a mis pas mal de choses sur le mal de gorge, je n'ai pas digéré cela, ou extinction de la communication envers autrui, étouffer telle ou telle chose, etc. Et je vois aussi qu'elle marque jalousie, frustration est égale à jalousie égale frustration d'incapacité à égaler ce que nous envions. Elle n'a pas tort, moi c'est exactement ça. Je parle pour les gens qui oui, sont pas bien, je parle. Parce qu'on nous a dit que ouais, mais on est tous exactement sur le même fonctionnement. Tous. On a notre particularité, mais on fonctionne tous de la même façon. Et il n'y a pas des gens inhumains et des gens plus humains. Comme dit Lily aussi, elle dit le défi. Comme dit Lily, le défi c'est de s'observer sans se juger, c'est pas évident. Elle a raison. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça que quand on se juge, faut pas se surjuger encore, quoi. On s'est jugé.
Bon, bah voilà, c'est révélateur, c'est tout. Mhm. De toute façon, l'observation, c'est une étape qui, c'est selon chacun, hein, mais c'est la première étape où on prend conscience de qui on est et c'est là où progressivement on commence à sentir que c'est insupportable de se laisser souffrir. Mais il est 22h. Ben, je vais mettre l'offre. Que... On va parler de l'offre. Donc, publish. Je ne sais pas si elle y est, l'offre. En tout cas, pour ceux qui veulent profiter de l'offre de Magali, excusez-moi. Magali. Comme j'ai été pris de surprise, donc j'ai un peu perdu. Donc, en fait, elle propose un programme, c'est Retrouver votre quiétude. Dans ce programme, c'est une méditation qui va être de 35 minutes. Elle est faite pour vous redonner la liberté de choisir. Et aussi, alors donc, c'est un fichier MP3 téléchargeable de 35 minutes, ainsi qu'un soin par le son vibratoire. Laissez les vibrations parcourir votre corps en toute liberté. Elle soigne vos racines dans leur ancrage et vous recentre afin que vous accueillez, toute votre dimensionnalité. Qu'elle soit terrestre, galactique ou cosmique. À chaque fois que vous le ferez, vous explorerez votre univers infini où n'existe que la bienveillance et la paix et vous baignez dans 13 minutes de jouvence. Donc, c'est un fichier MP3 téléchargeable de 13 minutes et le programme est à 49 € en paiement une fois ou 24,50 € en paiement 2 fois. Les méditations peuvent être faites à tout moment. Il n'y a pas de limitation de durée, quoi. Du moins, vous pouvez le faire comme vous voulez. Si par exemple un jour vous avez un petit coup de blues, vous pouvez très bien la refaire sans problème. Voilà. Donc, vous pouvez voir en appuyant sur le bouton profiter de l'offre. Je profite de l'offre, pardon. Et quand vous êtes sur la page, c'est tout en bas, en dessous de la vidéo, quand vous aurez le replay, ça sera en dessous de la vidéo. Ou sinon, au-dessus de la vidéo, si vous voyez le point d'exclamation sur YouTube. Voilà. Donc, je vais te laisser parler un peu plus de tes fichiers. Donc, juste pour dire, pour les personnes qui ont du mal à se laisser, à lâcher prise, en fait, dans les méditations, le soin par le son vibratoire va mieux convenir au départ parce que le son vibratoire, c'est une vibration qui va dépasser le mental et parler au corps directement. Donc, ça va parler à vos cellules et aller là où cela est juste pour vous. Après, les deux sont complémentaires, mais peuvent être prises. La méditation, je veux dire, et le soin par le son vibratoire peuvent être pris, faits l'un sans tenir compte de l'autre. Mais les deux vous apporteront quelque chose de différent, totalement différent. La méditation va, j'ai fait vraiment une méditation très guidée, très accompagnée, pour que même si vous ne vous sentez pas de lâcher prise tout de suite, vous puissiez quand même aller jusqu'au bout. Le son vibratoire, il peut vous déstabiliser au départ si vous n'en avez jamais fait. Et à ce moment-là, mais dans tous les cas, la méditation et le soin par le son vibratoire qui sont proposés ici ont l'objectif très clair de vous aider à retrouver la paix et de pouvoir choisir avec plus de liberté. Voilà. D'accord. Donc, comme je vous disais, vous pouvez aller sur le site. Donc, je profite de l'offre. Ça sera sur YouTube en dessous à la description ou sur le site directement en dessous de la vidéo. Vous avez l'offre pour voir le programme que propose
Magali, donc pour 49 € en paiement une fois et en paiement deux fois de 24,50 €. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va voir pour les questions. Alors, reconnaître sa souffrance, l'accepter, l'envelopper d'amour, voilà le médicament. Ça, c'est pas une question, c'est une évidence. C'est plutôt une évidence. Bien sûr. Alors, je cherche, j'ai vu tout à l'heure une question. L'amour, c'est la panacée. Alors, il y a Corinne qui pose une question. Alors, je ne sais pas si on l'a répondu ou pas. Et qu'en est-il d'une personne qui pense très souvent et nous, et je le ressens, comment l'expliquer, Magali? Ben justement, on en a parlé tout à l'heure. C'est quand la personne émane à ce moment-là, au moment du passage, on ressent le négatif ou le positif de la personne. Je suppose que c'est ça qu'elle veut poser une question. C'est extrêmement simple. La personne sert de miroir. Elle sert de miroir à une blessure qu'on a en soi et pour laquelle on est prêt en fait à regarder. C'est jamais au hasard, c'est jamais anodin. Si on passe à côté de quelqu'un et que tout d'un coup on a l'impression de ressentir que la personne est je sais pas, désespérée ou triste ou en colère, c'est que elle nous sert de miroir et que cette émotion-là, notre mental en fait nous révèle que nous sommes prêts à aller voir cette émotion en nous pour l'aimer. Oui. Alors Catherine demande quelle est la différence entre la paix et la tranquillité? Entre la paix et la tranquillité. Je n'ai pas entendu. Quelle est la différence? Quelle différence entre paix et tranquillité? C'est toujours une question personnelle, un barème personnel, je veux dire. C'est quand je suis tranquille, je me sens en paix. Voilà. Mais voilà, on peut se sentir tranquille par rapport, par exemple, à, je sais pas, parce qu'on vient de sortir de son travail, que ça a été mouvementé. Et donc tout d'un coup, le fait qu'il n'y ait plus de bruit, ça apaise. Ce n'est toute une question de barème personnel selon son expérience personnelle. En fait, chacun met les mots qu'il souhaite sur son expérience personnelle. Ce n'est pas parce que, par exemple, je peins un mur en bleu que mon voisin va le voir bleu. Parce que tout dépend de ce que lui, dans son expérience, a connu de la palette du bleu. Chacun met le mot qu'il pense convenir selon son expérience. Il y a aussi le terme serein, tranquille, paisible, etc., etc. Chacun utilise le terme qu'il souhaite. Il y a Daniel qui pose une question. Est-ce que l'hypnose aide à guérir les blessures? Je suppose que oui. Moi, je sais qu'on peut faire enlever une peur, une croyance par l'hypnose. Bien sûr, si on est capable de l'entendre à ce moment-là aussi. Pour moi, absolument toutes les techniques peuvent aider. Faire du théâtre, faire du reiki, de l'hypnose. En fait, pourquoi il existe autant de techniques? Parce qu'il existe autant de gens. Et chacun va être plus sensible à certaines techniques. C'est tout. Une personne pour qui l'hypnose va convenir, ça ne veut pas dire que le voisin aura le même effet. Là encore, c'est toujours personnel.
mais pour moi, il n'y a aucune technique meilleure que d'autres. Il n'y a que des techniques et des résonances. Aujourd'hui, je peux me diriger vers du yoga. Ça peut m'apporter beaucoup de choses. Et puis demain, ça ne m'apportera plus rien. Et je peux me diriger vers de l'EFT. Ou voilà, ou plein d'autres choses. Il y en a tellement. Aucune Il y en a tellement technique n'est la meilleure. Hein. Et puis selon son évolution, de toute façon, on va passer à d'autres techniques. À chaque fois, ça permet d'apprendre sur soi. Daniel te remercie de lui avoir répondu à sa question. Alors, il y a Catherine qui pose une autre question. Quelle image pourrais-tu nous proposer pour visualiser la paix? C'est un ressenti, la paix. Pour moi, je la ressens en moi comme un sol fertile où poussent beaucoup de choses et en même temps une stabilité qui n'est pas immuable, mais une stabilité qui sait évoluer avec moi. Donc une image, c'est difficile parce que en fait, c'est ce que j'ai donné comme image. Je sens ma paix comme non pas un roc, parce que je la sens plutôt comme une terre riche, solide, avec plusieurs couches, et où poussent énormément de choses que je découvre au fur et à mesure. Ce qui n'empêche pas qu'il y pleuve, avec des larmes, que le vent souffle, avec de la colère. Je conserve tout ça en moi. J'ai toujours de la tristesse, de la colère, de la jalousie, etc. Toutes ces facettes-là, elles vont pas disparaître. Elles vont être conservées en soi. Simplement, elles sont en potentialité qui ont un sens selon l'expérience qu'on choisit. Si je perds, si un proche meurt, même si je sais que la mort n'est qu'une porte ouverte vers autre chose et que je suis en joie, j'ai quand même mon aspect terrestre qui, lui, est triste parce qu'il ressent quand même cette perte. Ne plus voir, ne plus parler, ne plus toucher la personne. Et cet aspect terrestre a besoin de faire son deuil. Et donc, il a besoin de s'exprimer dans une crise de larmes ou voilà. Et ça a du sens. Donc, ma paix n'est pas une terre stérile, un désert, on va dire. Mais c'est une terre riche de tout. Mais je la sens solide. Voilà. Ok. Je vois plus de questions. Donc, comme je vous disais, c'est impeccable, oui, comme tu dis. Donc, comme je vous disais, le programme, vous pouvez l'avoir sur YouTube en dessous de la vidéo ou sur la page de vente en dessous de la vidéo aussi, dans la description. Et les boutons achats sont tout en bas de la page. Voilà. Donc, pour terminer, Magali, tu veux peut-être faire une conclusion, peut-être? Ça a coupé, j'ai pas entendu. Un quoi? Avant qu'on termine, est-ce que tu veux faire une conclusion de cette conférence? Ma conclusion serait que ne vous prenez pas la tête. Vous êtes tel que vous êtes et soyez le
plus possible honnête avec vous-même, quoi. Quand vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Et quand vous êtes heureux, vous êtes heureux. Profiter, savourer, ressentir, c'est toute la palette, absolument toute. Ce n'est pas mettre de côté ce qui vous dérange sur le moment et qui finalement peut être très utile à un autre moment. C'est soyez patient, compatissant et aimant pour vous-même. Parce que de toute façon, vous n'avez nul autre être qui vous aime autant inconditionnellement que vous-même. Vous pourrez chercher partout. Il n'y aura que vous pour vous apporter la satiété de votre amour inconditionnel pour vous. Alors, n'écoutez que vous. De toute façon, vous savez mieux pour vous et pas les autres. Et puis voilà. Tout à fait d'accord. Bon, en tout cas, je te remercie Magali. Je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et tous. Et on vous retrouve de l'autre côté sur le programme de Magali. Donc, n'hésitez pas. On vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Au revoir Magali. Au revoir à toutes et tous. Merci à tout le monde. Oui. Merci à toi. Au revoir. Au revoir, merci.